Bonjour à tous. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis de clôturer donc, cette première partie de cet événement avec une ouverture sur le sujet de la recherche en santé-environnement. Et donc, je vais avoir la chance d'accueillir 3 experts pour échanger autour d'une table ronde qui va bien s'inscrire finalement dans les différents échanges qu'on a pu avoir juste avant. Je pense notamment à vos propos, professeur Annecy Mézano, sur le fait bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de travaux de prévention qui sont faisables et des décès évitables. Je notais 500 000 patients qui souffrent d'asthme et qui sont des décès évitables. Et probablement que les données en recherche santé-environnement permettront évidemment d'avancer sur cette ambition. Et j'espère qu'avec mes experts, nous arriverons en tout cas à ouvrir un certain nombre d'éléments. Alors peut-être au-delà des troubles allergiques qui ont pu être évoqués, les problèmes de santé-environnement vont effectivement s'accroître avec les changements climatiques, les différentes expositions. Et donc, on pense également à l'exposition au bruit. Et dans cette perspective, la recherche interdisciplinaire entre les données de santé-environnement pourra probablement apporter des réponses. Donc, j'ai invité aujourd'hui 3 experts pour la table ronde « Comment améliorer la mobilisation des bases de données pour la recherche en santé-environnement ». Et donc, j'ai à mes côtés Jean-Marie Bourgogne. Donc, vous êtes délégué général chez Open Data France, l'association de mutualisation et de représentation des collectivités locales pour soutenir l'ouverture et la réutilisation des données publiques. Marie Ramondaré, vous êtes actuellement chef de projet design et innovation à l'Ecolab, le laboratoire d'innovation pour la transition écologique du ministère français de l'écologie, et vous dirigez le projet Green Data for Health, un service qui est conçu pour aider les experts et les chercheurs à mieux mobiliser la donnée de santé-environnement. Et enfin, Bertrand Lucas, vous êtes urologue, vous êtes membre du Conseil national du bruit et vice-président du Conseil scientifique consultatif du Health Data Hub. Alors démarrons avec un peu de contexte et un constat. Marie Ramondaré, la création de l'initiative Green Data for Health, c'est déjà une preuve finalement qu'il y a un intérêt autour de ces données de santé-environnement pour la communauté. Pourquoi cette initiative a été créée et puis quelles sont les actions qui sont mises en œuvre par ce Green Data for Health? Tout à fait. C'est bon, le micro fonctionne. Eh bien, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, le Green Data for Health, c'est une des actions phares du 4e plan national santé-environnement qui a été publié en juin 2021 par les ministères de la Santé et de l'Environnement. Le Green Data for Health, il est né du constat qu'actuellement, il y a énormément de données environnementales qui existent et produites en France par une multitude d'acteurs, alors que ce soit des données pour qualifier l'état de l'environnement ou qualifier les facteurs environnementaux qui vont influencer notre santé. Donc on pense aux données de qualité de l'air, de qualité de l'eau, les données concernant le bruit, le trafic, données satellitaires et autres. Toutefois, ces données sont relativement peu mobilisées sur le champ de la santé-environnement. Alors on a mené une grande investigation en démarrant le projet. Les 3 freins majeurs, dirais-je, concernaient surtout la repérabilité de cette donnée, enfin comprendre où se trouve la donnée, qui sont les acteurs qui la collectent et la gèrent, des problèmes d'accès, bien que la donnée environnementale en règle majeure soit en open data, il persiste quand même une certaine rétention au niveau de quelques données. Et ensuite, il y avait également le frein concernant la réutilisation par rapport à la qualité. On est sur de la donnée qui est la plupart du temps produite pour répondre à une réglementation et dont la granularité, ou en tout cas la qualité n'est pas toujours adaptée pour être croisée avec de la donnée de santé. Et enfin, l'autre frein qui était celui d'un manque de synergie entre les acteurs, et donc vraiment ce besoin de connecter à la fois le réutilisateur de la donnée avec le producteur de cette dernière et également les réutilisateurs entre eux. C'est ainsi qu'a vu le jour le Green Data for Health, donc qui a incubé depuis 18 mois au sein de l'Ecolab du Commissariat général au développement durable et qui est une offre de service qui va permettre aux chercheurs et experts de mieux mobiliser la donnée environnementale pour être croisée avec de la donnée de santé et ainsi mieux décrire l'effet de l'environnement sur la santé, qu'elle soit humaine, animale et également des écosystèmes. Et je crois qu'on reviendra sur cet aspect un peu plus tard. Alors l'offre de service, elle est divisée en 3 grandes briques. On va avoir un catalogue de données environnementales, utiles et pertinentes sur le champ de la santé-environnement. Donc on va tâcher au mieux d'écrire ces données et en tout cas d'aiguiller les réutilisateurs vers les données les plus appropriées pour leurs projets et leurs besoins. Des outils d'appui juridique à la fois pour aider les producteurs de données à ouvrir les données et les réutilisateurs à bien identifier les modalités d'accès. Et enfin, des actions d'animation de cette communauté de la donnée en santé-environnement
à savoir un appel à projet, par exemple, qu'on a lancé avec le Data Hub il y a un an maintenant, oui, un peu plus d'un an, et qui vise à accompagner 4 équipes de recherche à mobiliser d'une part la donnée de santé et les données environnementales. On va par exemple avoir une étude écologique sur 10 ans en Île-de-France pour identifier l'impact du bruit sur le sommeil de la population, pour donner un exemple. On va avoir un data challenge également qui a eu lieu et qui a permis de réaliser 15 projets et 15 défis pour une montée en qualité de la donnée environnementale, ou encore un groupe de travail qui permet de travailler sur l'interopérabilité des données environnement et santé. Voilà, donc ça vous donne un exemple, un aperçu de ce qui est fait en tant qu'action du Plan national santé-environnement. Et vous pouvez retrouver le Green Data Forels en ligne à l'adresse gd4h.ecologie.gouv.fr. Merci Marie. Jean-Marie Bourgogne, donc au sein d'Open Data France, ça fait déjà un petit bout de temps que vous travaillez sur ce sujet avec les collectivités territoriales. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, à la fois d'Open Data France et puis de quelques exemples peut-être ? Oui, alors Open Data France est une association qui réunit les collectivités locales, donc c'est-à-dire les mairies, les départements, les régions, les intercos et puis certains syndicats mixtes, autour de la problématique de la valorisation des données publiques. Vous savez que la loi République numérique de 2016 rend obligatoire pour les collectivités locales la publication en open data, donc sur Internet librement, des données qu'elles produisent. Et elles produisent beaucoup de données dans le champ de l'environnement et de la santé. Donc notre mission, nous, depuis 10 ans, c'est d'accompagner les collectivités sur ces sujets de la data, pas que dans le champ de l'environnement et de la santé, mais dans tous les champs, que ce soit les champs économiques, démocratiques, équipements, transports, etc. Alors, on s'est beaucoup intéressé depuis 2 ans, en fait, à la question justement de la donnée en environnement. D'abord parce que la question de l'environnement est un sujet très important. C'est à l'agenda des politiques, c'est une demande sociale très forte. Donc on s'est beaucoup intéressé aux données pour l'environnement et en particulier à travers les relations qu'on a eues avec le GD4H et le ministère de la Transition écologique à la question de la donnée en santé. Parce que c'était le sujet qui était parfois d'ailleurs un sujet un peu obscur, pas forcément toujours très visible. Il fallait un peu le travailler. Et donc on s'est beaucoup intéressé aux conditions dans lesquelles les collectivités produisent des données autour de la santé ou réutilisent des données sur la santé. Alors voilà, notre mission, c'est de les accompagner pour le faire. Alors, le premier point que je voulais signaler, c'est qu'il existe beaucoup de données produites ou réutilisées par les collectivités locales autour de la santé, même si on ne le sait pas toujours. On connaît tous, alors j'ai pris une petite liste pour ne pas en oublier trop, mais en fait, ça sera quand même une synthèse. On connaît bien sûr les données qui viennent de Santé publique France, parce que ça, c'est vraiment l'opérateur national, mais en fait, dès qu'on descend dans les échelles administratives et dans les territoires, on y retrouve les ARS, donc qui sont au fond des services déconcentrés de l'État. On y trouve les observatoires régionaux de la santé, qui font beaucoup de travaux sur l'offre de santé, la population. Vous connaissez les applications, CIRSE, Carte Santé, Balise, enfin, il existe beaucoup de services et de données à l'échelle, on va dire, régionale. Puis si on descend, on y trouve ensuite les centres d'expertise, le CEREMA, qui est un acteur, un partenaire des collectivités locales, qui accompagne beaucoup les communes et les collectivités. On y viendra en particulier sur la qualité de l'air et le bruit. Puis si on descend encore, on y trouve des associations régionales. Vous connaissez tous les ASCA ou Atmo France, qui publient des cartes sur la qualité de l'air. Il y en a une de 20aine en France. Ces données-là n'étaient pas toujours publiques. Progressivement, elles sont toutes accessibles sur un portail national. Et puis si on descend encore en dessous, on y trouve, alors avant d'y trouver les communes, on y trouve surtout des associations qui travaillent avec les collectivités. Vous connaissez sans doute Ville et Santé, qui travaillent beaucoup sur la notion de santé unique. Elles travaillent avec plus d'une centaine de communes aujourd'hui sur des observatoires locaux, sur les quartiers prioritaires, sur les inégalités sociales, sur de la collecte de données avec les citoyens, sur le ressenti en santé, par exemple, ou les attentes en termes de besoins. Donc, alors, je redescends un petit peu plus bas. Après, on y trouve au niveau territorial les départements sur la qualité de l'eau, par exemple en Côte d'Armor, avec la mesure des nitrates et des pesticides. Et puis ensuite, au niveau des communes, beaucoup de travaux autour des îlots de chaleur, par exemple, ou trames de fraîcheur, comme on voudra, c'est à peu près pareil. On y trouve beaucoup de projets autour de patrimoine arboré. On trouve ça à Niort, à Vitré, à Montpellier, à Toulouse, à Lyon. Voilà. Et puis on descend encore, on a
dans la mesure de bruit des travaux avec Bordeaux et puis Lorient sur la mesure et puis la préparation et l'anticipation au niveau du territoire avec le CEREMA hein, comme partenaire. Et puis on peut aussi trouver avec le CSTB que vous connaissez des mesures de qualité sur l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments, dans les écoles par exemple, hein, etc. Et puis je passe au niveau département, comme la Gironde et le Pays Basque, beaucoup de données sur le foncier agricole, l'agriculture, la résilience. Donc là, on s'intéresse à l'alimentation et pas des enchaînements strictement urbains. Alors, bien sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça, hein, mais je voulais montrer quand même qu'en fait, on descendait quand même vraiment sur beaucoup de strates très très différentes. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de cette analyse? Alors, vous verrez, il y a plus de 200 références qui sont publiées dans un document qui s'appelle Data Impact, que vous trouverez sur Internet. Alors d'abord, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un problème de qualité. Très souvent, ces données sont publiées, mais elles ne sont pas forcément de qualité, mais en particulier pas facile à rendre interopérables. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas les mêmes référentiels géographiques ou territoriaux, donc on a un petit problème de référence. On a un problème de granularité. Hein, alors, est-ce que c'est à l'échelle de la région, du département, de la commune, de l'IRIS? Est-ce qu'on a des bases tous les années ou tous les 10 ans, etc. Et c'est pas du tout pareil quand on fait un traitement. On a ensuite un problème important, c'est que beaucoup de données sont publiées ici, mais pas là. Hein. Donc en fait, on a beaucoup de trous dans la raquette. Ça ressemble plutôt à une peau de panthère avec des endroits où il y a des données, des endroits où il n'y a pas de données. Donc on a beaucoup de mal à construire un service national sur des données aussi disparates. Bon. Et puis, on a un troisième point, c'est que parfois ces données sont publiées, mais elles ne sont pas publiées dans la perspective d'être réutilisées, mais dans la perspective du producteur. Et donc, quelqu'un qui veut la réutiliser, il a beaucoup de mal parce qu'en fait, elle ne correspond pas du tout à ce qu'il attendait. Et au fond, il a beaucoup de mal à les manipuler. Voilà. Et donc, tout ça pour arriver à dire que par rapport à ce type de difficulté-là, il faut que les acteurs qui produisent ces données-là et qui les réutilisent s'organisent. Et au niveau territorial, vous avez vu, on a une millefeuille entre l'État, les régions, les départements, les collectivités, les agences spécialisées, qui du CEREMA, qui du CSTB. Et donc ça demande une très forte coordination. Et ça, c'est un sujet qui pose problème. Au fond, c'est que des projets techniques aujourd'hui et rarement des projets politiques qui méritent quand même une coordination. Donc il y a un gros besoin de coordination au niveau territorial pour que vraiment ces données soient réutilisables et vraiment permettent de piloter les politiques publiques. Merci, merci beaucoup. Bertrand Lucas, du coup, en tant que vice-président du conseil scientifique du Health Data Hub, finalement, quelle est la place du Health Data Hub dans cette action et peut-être quelques mots sur l'appel à projet qu'a un peu évoqué Marie de Santé Environnement qui a été lancé l'année dernière. Au fond, je pense que si j'avais à résumer en quelques mots le rôle du HDH, je dirais ouverture, partage, synergie, recherche, pour précisément améliorer d'une part la connaissance et la recherche par une mise en partage de toutes ces informations et améliorer l'efficience de notre système de santé. Et je rajoute un autre mot qui est Europe, parce que le HDH s'implique aussi beaucoup sur l'Europe. Je crois que moi, je suis très très fier d'être. Donc, je suis évidemment mon commentaire est très marqué par ça. Je suis très très fier de faire partie du HDH parce que aujourd'hui, c'est une structure unique en France qui fait un boulot dingue, souvent pas suffisamment valorisé, mais qui a absolument cette conviction que d'une part, nous avons une richesse incroyable de données de santé. On a parlé là des données environnementales, mais le bateau amiral du HDH, c'est le SNDS, qui est le Système national de données de santé, qui est donc ce chaînage de toutes nos données remboursées par l'assurance sociale, qui donne une traçabilité du parcours de soins absolument unique. Alors, je le sais d'autant plus que finalement, si je suis au conseil scientifique du HDH, c'est parce qu'en urologie, j'ai créé maintenant en 2005, à une époque où le système de santé n'existait pas, le SNDS n'existait pas, ce chaînage, et je suis donc depuis 2005, tous les patients traités en France pour cancer de prostate et troubles mictionnels liés à un adénome de prostate, et le SNDS vous donne une lisibilité du parcours de soins qui, quand on veut l'étudier, est absolument incroyable. Donc, une des missions fortes du SNDS, c'est le partage, l'ouverture,
c'est compliqué, comme l'a dit Marie. Le problème des bases de données, c'est souvent elles sont en silo et les propriétaires ils ont fait un effort de les collecter, ils ont un peu de mal à les partager, mais ce partage est absolument essentiel. Et puis, c'est la mise en valeur par des appels à projets, par des data challenge dont vous êtes, et l'utilisation aussi des nouveaux outils, en particulier l'intelligence artificielle. Voilà un peu, en gros, pourquoi je pense que vraiment le HDH, c'est une chance collective pour nous tous très, très forte. Alors, dans cet esprit de valoriser les données, il est apparu, comme cela vient d'être dit, qu'il y avait un gisement tout à fait important qui s'inscrit dans quelque chose qu'on évoquera après, qui est très important, qui est le croisement des données de santé avec les données environnementales. Et donc, il y a eu un premier appel à projet début 2013, je crois. 2013. 2023, excusez-moi. Non, mais c'était pour savoir si Marie était attentive. Voilà, c'est juste une façon de la tester. En 2023, il y avait 3 thèmes retenus. Le bruit, les bassins d'exposition avec, si possible, justement la notion de multi-exposition qui n'est pas facile à traiter. Et puis le dernier sujet, c'était les perturbateurs endocriniens. Au total, il y a eu 20 projets présélectionnés et il y a eu un jury de 13, je crois, experts, dont Marie. Et ce jury, ça a été extrêmement intéressant entre nous, indépendamment même de la sélection des données. C'est qu'on s'est rendu compte, chacun, qu'on avait une incroyable expertise dans un domaine en silo et qu'effectivement, il y avait une opportunité formidable à essayer de travailler pour partager les données, même si, comme Marie l'a dit, on s'aperçoit, et comme ça vient d'être dit aussi, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de difficultés techniques. Bref, malgré tout, l'impulsion est lancée. Et c'est éminemment important parce que si on a aujourd'hui une bonne médecine curative, malgré tous les problèmes aujourd'hui du système de santé, on a en France clairement un retard sur tout ce qui est la prévention. Et un des aspects majeurs de la prévention, c'est précisément de prévenir en amont, et de prévenir en amont avec une meilleure connaissance de toutes ces transformations que l'homme est en train de faire et qui, in fine, ont une répercussion sur l'environnement, sur la santé. D'où l'intérêt de ce Data Challenge qui a eu 4 lauréats que Marie a rapidement décrits et dont vous pouvez trouver les dossiers en allant sur le site du HDH. Vous mettez Data Challenge santé environnementale et vous trouvez tous ces dossiers. Et sur celui du Green Data Forels également, tout à fait. Merci Bertrand. Et du coup, c'est vrai que ça ouvre un petit peu les perspectives. On a ces expertises en santé, en environnement qui se rencontrent. On a des bases de données, on a certes des trous dans la raquette, des problématiques de mise en qualité, de croisement, mais on voit que tout ça, ça arrive quand même vers cette finalité de ce que vous évoquiez, ce qui est le concept de One Health, qui prend de plus en plus d'ampleur avec les enjeux climatiques. Finalement, c'est quoi l'étape d'après, les prérequis pour pouvoir finalement dépasser ça, et peut-être rappeler rapidement ce concept aussi de One Health dont on parle de plus en plus, mais qui est vraiment lié à ces sujets de données de santé et environnement. Alors, One Health, c'est un concept qui est ancien. Et là, je ne me trompe pas dans la date. Il date au moins de 2000. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Mais c'est un concept. Et l'objectif maintenant, c'est quand même de changer de braquet et de passer à des réalités. Et puis, malheureusement, on a des réalités très fortes qui nous ont rappelé l'importance de ça. C'est quoi le One Health? C'est très simple. C'est de dire que la santé, surtout dans les bouleversements que nous vivons aujourd'hui, ne peut justement être bien appréhendée que si elle est appréhendée de façon globale, c'est-à-dire la santé humaine et la santé animale, et je dirais la santé de tout le vivant, incluant aussi le végétal. Le pire exemple de ça, ça a été le Covid. Et aujourd'hui, 60% des maladies infectieuses viennent de l'animal. 75% des récoltes alimentaires ont besoin d'une fertilisation
par les insectes ou par les oiseaux. Et donc, toutes les agressions humaines qui sont faites sur notre environnement en général ont un impact négatif qui aujourd'hui est très très mal connu. Et c'est bien ça l'enjeu de ce que l'on essaie de faire. Alors, malgré tout, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je prends juste un exemple, celui de la pollution sonore. La pollution sonore aujourd'hui, l'OMS, c'est la deuxième cause de morbidité dans les pays européens. C'est 142 milliards d'euros de coûts directs en France. Qui se soucie vraiment de la pollution sonore? Quelles sont les villes qui ont mis en place des politiques importantes? Et dans la pollution sonore, il y a le problème de la nuit, le respect de la nuit. Le respect de la nuit, c'est pour tout le vivant, ce n'est pas simplement pour les riverains. C'est-à-dire que le cycle nictéméral, c'est la base du vivant. Et qui, dans les nuits, qui, dans les grandes politiques, dans les métropoles aujourd'hui en France, a une politique de la nuit qui tient compte de la pollution sonore et de la pollution lumineuse? Ce ne sont pas des détails, c'est hyper important. Donc les prérequis, c'est un effort formidable de pédagogie qui est aujourd'hui absolument pas à la hauteur, pour nous faire collectivement prendre conscience de l'importance de ce concept et de passer de ce concept à des réalités concrètes. Et ça veut dire qu'il faut à l'école, et il faut aussi en médecine. En médecine aujourd'hui, je le dis d'autant plus que je suis médecin. Les médecins en France sont très centrés sur la médecine curative. Quels sont les médecins qui sont vraiment impliqués en médecine environnementale? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un socle très important des études médicales aussi. Donc il y a beaucoup à faire, mais c'est un changement éminemment important. Merci, merci Bertrand. Et Jean-Marie, comment on sensibilise justement peut-être aussi dans vos missions auprès des collectivités territoriales, certaines qui sont peut-être même plus éclairées probablement parfois vu leur présence sur le terrain, mais finalement quelles sont un petit peu les actions qui peuvent être mises en place? Alors, je peux parler que sur le sujet de la donnée, puisque bon, sur la santé, c'est pas mon métier de sensibiliser les acteurs à la santé. Alors, la petite anecdote, c'est que ma femme est chef de service dans un CHU parisien, donc elle est quand même, bon, on connaît bien le sujet de la santé, mais elle ne comprend rien du tout quand on lui parle de données. Et ma fille travaille dans une entreprise américaine basée en France, à IQVIA. Il y a des représentantes ici qui sont spécialisées dans la data science. Hein. Et là, elle doit travailler justement sur des modèles prédictifs, etc. Et donc, tous les soirs, j'ai droit à des discussions entre les gens de la médecine et les gens de la donnée, et ils ne se comprennent pas très bien. Enfin, pas du tout d'ailleurs au départ. Bon, après, donc... Et en fait, bon, ça c'est un petit exemple pour dire que alors vous êtes tous des experts en fait, à la fois de la donnée, du traitement de la donnée et de la santé ou des médicaments. Mais quand on va dans une commune, quand on a des acteurs d'un territoire, on voit bien que cette compétence-là n'est pas du tout double. Hein. On a ou des gens qui sont spécialisés de la santé, alors les médecins ou les politiques publiques de santé, ce qui est un petit peu différent, mais enfin on trouve ce monde de la santé, puis on trouve à côté des gens qui vont travailler sur la donnée. Et ces gens-là ne parlent pas du tout le même langage. Et ça demande beaucoup de pédagogie pour arriver à faire en sorte qu'ils comprennent à peu près de quoi ils se parlent. Alors on l'a vu dans la crise de Covid, hein, quand il a fallu faire remonter des indicateurs très vite au niveau national, pendant quelques mois, ça a été la panique. Hein. On avait des tableaux de bord qui n'étaient pas du tout carrés. Bon, ça n'a pas mis longtemps, et ils se sont tous mis au travail. Et au bout de 2 mois, on avait des indicateurs qui tenaient la route. Mais pendant 2 mois, ça a été la panique, parce qu'ils ne se comprenaient pas. Donc ça demande beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation, probablement dans le champ médical, mieux comprendre comment la donnée peut être mutualisée. Et là-dessus, bon, Open Data France a mis en place un programme qui s'appelle Culture D, qui est un clin d'œil avec culture générale, en fait. Voilà, culture générale, aujourd'hui, c'est un petit peu la culture de la donnée. Si on n'a pas ça comme outil de base, on ne va pas aller très très loin, puisque tout tourne autour de la donnée. On a une forme de datafication, on appelle ça. Bon. Donc, on fait de la formation à la donnée, pas à destination de développeurs, de chefs de projet, de directeurs informatiques, mais à destination d'agents publics qui vont travailler sur des politiques publiques de tous les jours, la voirie, l'environnement, les espaces verts, l'agriculture, l'eau, les équipements. Et il faut leur parler de santé, mais aussi de comment cette donnée-là peut être mobilisée, et essayer de démystifier ces choses-là et leur donner des clés pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Et donc on trouve aussi sur le site Open Data France le programme Culture D si vous êtes intéressé.
on ira le voir. Et Marie, côté Green Data Forest, du coup, ces prochaines étapes pour justement essayer d'avancer vers ce One Health et puis les prérequis nécessaires côté... Oui, alors elles sont nombreuses et ambitieuses. Il faut savoir que le Green Data Forest s'est structuré aussi grâce à sa communauté et à son écosystème dès le départ et à ses parties prenantes, à une gouvernance partagée des acteurs de la recherche, de l'environnement, de la santé. Et donc on aborde régulièrement ces sujets, bien entendu, One Health. Alors il y a plusieurs actions. Il y a déjà l'enrichissement du catalogue avec des données de biodiversité, des données sur les zoonoses, donc ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Enfin, il y a pas mal de données qu'on va pouvoir ajouter. Il y a tout le champ de la donnée locale aussi, même l'appui d'ailleurs aux acteurs territoriaux dans tout ce qui va être diagnostic territorial en santé, les évaluations d'impact en santé. Enfin, il y a beaucoup de champs, on va dire, d'exploration à mener pour impliquer cette notion ANEL, ça aller plus loin dans notre offre de services actuelle. Et il y a aussi tout le champ de la formation qui est très importante pour nous, cette montée en compétences, en connaissances sur la donnée, qui fait partie des missions de l'Ecolab, donc du laboratoire d'innovation dont on fait partie. Et notamment une formation citoyenne sur la donnée en santé environnement, donc, que l'on a conçue avec l'Euf Data Hub et que l'on lance maintenant. Voilà, donc cette formation conçue avec l'Euf Data Hub, avec le regard expert de l'INERIS, et qui a pu être, ce premier module qui a pu être relu, amélioré grâce à une vingtaine d'acteurs. Alors j'en profite, j'ai pris des antisèches pour en remercier certains. Santé publique France, la Société francophone de la santé environnement, l'INRAE, l'Institut éco-citoyen, Open Data France, merci, l'Office français de la biodiversité, France Asso Santé ou encore Génération Future. Donc ce premier module, d'où vient-il? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer ce module? Alors le F-Data Hub a déjà fait un travail formidable sur la création de formations pour expliquer ce que l'on peut trouver notamment au sein du SNDS, donc le Système national des données de santé, pour expliciter également le sujet des entrepôts données de santé. Puis on s'est dit que le sujet des données de santé environnement prenait de plus en plus d'ampleur. Fallait-il encore comprendre de quoi il s'agit? Et donc ce premier module va être découpé en 3 parties. Une première qui permet d'expliquer quels sont tous les facteurs qui permettent de qualifier la santé d'un individu, qu'il s'agisse de facteurs biologiques, génétiques, le comportement individuel, on en a parlé tout à l'heure, et bien entendu les facteurs environnementaux. La deuxième étape, en tout cas la deuxième partie, permet de suivre une personne qui a le nez qui coule, est fatiguée, va chez son médecin et tente de comprendre s'il s'agit d'un manque de sommeil ou que sais-je, et découvre que tout simplement la qualité de l'air et les allergènes vont avoir un impact sur sa santé. Et donc ce qui nous amène à la troisième partie qui permet d'identifier les liens de causalité plus ou moins évidents entre l'environnement et la santé. Donc on va voir par exemple les allergies qualité de l'air et le lien direct avec la santé, ou encore les UV avec les maladies de peau, voilà, et des liens moins évidents. Et donc là, il s'agit d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a une multitude de facteurs. On parlait tout à l'heure d'exposome. Et donc c'est important de mettre des mots et d'expliciter. Alors pour finir sur cette formation, comment est-ce qu'elle va être partagée? Pour la retrouver, je pense qu'on va faire des webinaires. On va également la publier sur nos sites respectifs. Et de plus en plus, on se dit que ça serait vraiment important de profiter aussi, on parlait tout à l'heure de la formation aux futurs praticiens hospitaliers, de pouvoir également la diffuser à ce niveau-là, auprès des collectivités ou en tout cas des acteurs territoriaux. Et enfin, des écoles qui ont des cursus de développement durable qui se développent de plus en plus, qui pourraient être intéressées également par ce type de formation. Voilà, donc je pense que nous avons tous des agendas bien chargés sur l'année à venir, mais en tout cas, on avance dans le bon sens et j'espère. Oui, merci. Merci Marie. Je vois qu'il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Donc... Merci. Alors, je remercie beaucoup nos 3 experts pour ces précisions et ces informations, mais j'ai une question à poser donc à vous. En tant qu'expert. Comment, selon vous, les données recueillies dans le cadre du Health Data Hub et aussi en particulier pour le Data Challenge qu'on vient de vous présenter, 4000 patients avec des dizaines de données cliniques, l'habitus des patients, la pathologie et les données biologiques, comment ceci s'insère dans la loi de bioéthique française, aussi appelée loi Jardé? Selon vous, faut-il avoir une information, une non-opposition ou un consentement de chacun des individus qui ont permis de faire le travail qui vous a été présenté?
vais pas répondre exactement à cette question, mais je vais dire que cette question pose un vrai problème aujourd'hui sur lequel précisément le conseil scientifique du HDH est en train de travailler. Dit très simplement et factuellement, la CNIL nous empêche aujourd'hui de faire en France un certain nombre de rapprochements qui sont pourtant réalisés en Europe en conformité absolument totale avec le RGTP. Et donc, on a un vrai niveau en France de essayer de modifier cela. Et donc, on vient d'écrire, et ça va être publié, tout un rapport pour dire qu'il est très important en France qu'on passe d'une notion de zéro risque, qui est impossible à avoir, à une notion de bénéfice-risque pour la collectivité. Et que c'est extrêmement important, si on ne veut pas prendre un retard européen et mondial énorme dans ce sujet, de trouver des solutions pour que, tout en protégeant évidemment le patient à partir du moment où les données sont anonymisées, qu'on puisse faciliter des rapprochements avec un autre sujet qui a été cité par Marie, qui est très important et qui rend le rapprochement avec les données environnementales en général, c'est le problème de la granularité. La granularité actuellement au niveau du SNDS, elle est au niveau de la commune. Et souvent la commune, ça ne marche pas. Donc c'est un sujet vraiment qu'on a identifié au sein du HDH, sur lequel on travaille. Ça ne va pas être simple, mais c'est pour nous un enjeu absolument essentiel. Voilà. Mais je n'ai pas la réponse. Je vous remercie en tout cas pas la réponse pour ces précisions. Voilà. Allez-y. Vous voulez répondre? Continuez, non? Donc, merci beaucoup, hein, c'était très intéressant. J'ai envie de suggérer 2 leviers qui me semblent importants. Vous avez parlé de prévention. Vous savez qu'au niveau des ARS, il n'y a que 5% du travail qui est destiné à la prévention. Tout le reste, c'est le curatif. Donc, évidemment, en plus, pour vous aussi, ils sont bien localisés, ils connaissent les problèmes locaux. Ben, il faut que ça bouge un peu. Et puis la deuxième chose, moi j'enseigne en pneumologie, allergologie, etc. Et je trouve que les allergologues et les pneumologues, ce sont ceux qui pensent le plus que les maladies qu'ils traitent, ce sont des maladies environnementales. Et évidemment, le poumon, il respire, la peau aussi. Hein, donc voilà qu'on voit des effets. Mais j'enseigne 2 heures par an dans tout le cursus. Donc, je trouve que l'éducation des professionnels, et maintenant qu'on sait que la pollution ne se limite pas seulement à l'inhalation, mais que, oui, ça, c'est une méthode, mais autrement, il y a d'autres méthodes de voies de pénétration. Mais en tout cas, même par l'inhalation, les ultrafines, eh bien, ils franchissent la barrière alvéolaire et on les trouve dans le rein, on les trouve dans la vessie. Et c'est pour ça qu'il y a des maladies qu'on ce n'est pas avant et qui sont liées à la pollution. Évidemment, la pollution, ce n'est qu'un exemple. Hein, il y a plein, le bruit, tout ça. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. Et dernier, vraiment, c'est un commentaire. Je suis embêtée, parce qu'en pneumologie, c'est important, par le fait que dans le NCDS, PMSI, il n'y a pas le tabac. Parce que c'est comme... Non, il n'y a pas le tabac, je peux vous dire. Et donc, ça ne nous permet pas de dégager des résultats. Quand on a la pollution, il faut quand même enlever les fumeurs. Voilà. Peut-être que vous pouvez obtenir le miracle. En tout cas, sur le point du tabac, ça fait partie des socles d'intérêt qu'on réfléchit aujourd'hui avec la communauté des hôpitaux pour pouvoir envisager cette perspective. Après, c'est toute la complexité de venir collecter cette donnée, la structurer. En tout cas, ce point, il est bien. Oui, bonjour. Merci pour justement cette présentation du besoin de partage des données à tous les niveaux pour pouvoir comprendre. Je rejoins par contre quelque part les 2 questions, celle de la bioéthique et de la CNIL, et potentiellement aussi du respect de la source de la donnée. Et finalement, pour faire un partage, il faut y aller en confiance.
et je suis un peu plus en confiance qu'avant. On a contribué à alimenter ces données d'allergologie, donc c'est parce qu'il y a besoin. Et parce que je viens de découvrir, là, au travers de vos discussions, que le Health Data Hub est une entité française. Et donc, voilà, moi j'allais dans un monde globalisé où je ne sais pas où je me méfie, et finalement, voilà, c'est français. Mais ça ne se voit pas, ça ne se sait pas, ça ne s'entend pas. Et peut-être que l'ouverture des gens n'est pas la même dans ce contexte-là, quand on sait où on va. Merci. Il y avait une question ici ou pas? Ah, pardon. Juste un tout petit commentaire en complément de ce que Brigitte, donc le professeur Lemoff vient de dire. Juste un complément. J'ai été très très étonnée récemment en parlant de l'appel à projet, du projet qu'on avait fait avec le HDH dans un CHU français, de m'entendre dire « Ah oui, mais le HDH, c'est juste une base de données ». Je pense qu'il y a vraiment de la communication à faire. Hein. À ce niveau, je ne me suis pas acharnée pour faire une présentation, mais bon, voilà. Merci. Oui, je pense qu'effectivement, de toute manière, on a quoi? On a 4 ans aujourd'hui d'existence. C'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps à accompagner un certain nombre de projets, notre offre de services. Et c'est vrai qu'on a toujours matière à améliorer en termes de communication. Et je pense que ces retours sont importants. Et j'avais juste un point là-dessus, parce que c'est du coup, on crée le pendant et on se renvoie la balle. Et c'est vrai que nous, le ministère de l'Environnement, on suit beaucoup de chercheurs, notamment du CNRS. L'autre jour, j'ai une collègue qui m'a dit, c'est marrant parce que tous les acteurs de l'environnement, les chercheurs d'environnement, n'identifient pas du tout le HDH. Et nous, on a l'inverse. Parfois, j'ai des échanges avec les équipes du HDH qui me disent, on a du mal à identifier le GD4H. On voit bien qu'il y a cette balle à se renvoyer. On essaie de le faire au mieux, mais effectivement, il y a tellement de choses à faire que... Peut-être un point aussi, c'est je pense que quand le Health Data Hub a été créé il y a bientôt 4 ans, je pense qu'on est arrivé avec cette volonté de vouloir avoir des résultats assez rapides dans ces résultats, ces projets d'études. Et on a vu effectivement toutes ces questions réglementaires, ces différentes étapes à passer qui finalement font qu'aujourd'hui, en 2023, on commence à avoir des premiers résultats. On a une quinzaine de projets qui ont commencé à produire des résultats et qui vont impacter directement potentiellement le dépistage du cancer du sein ou autres projets. Et en 2024, on aura encore plus de projets et de visibilité. Je pense que tant qu'on n'a pas parfois palpé ce qu'apporte un service, c'est parfois pas évident de voir son apport. Mais je redis ma conviction, mais qui s'appuie sur ce que je vois des équipes du HDH. Je vais le dire de façon encore plus crûment, il y a un vrai problème de lisibilité et de communication. Un vrai problème. On en a parlé en aparté. Et là aussi, je peux vous dire que le conseil scientifique en est parfaitement conscient. On en a discuté lors de la dernière réunion qu'on a eue avec la direction du HDH. Je pense que ça va être corrigé assez rapidement. Mais derrière ça, le boulot, justement, d'ouverture, de mise en synergie, de partage, de stimulation pour faire émerger ces communication entre les bases de données et émerger la connaissance dans une science ouverte et partageable, et en s'intégrant à des projets européens où le HDH, c'est ça le paradoxe, le HDH au niveau de l'Europe est maintenant un modèle que beaucoup de pays européens veulent faire. Donc oui, il y a un énorme déficit de communication, mais heureusement, c'est absolument franco-français et ça marche avec des équipes que personnellement je trouve absolument formidable.